playoff. Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie du premier épisode du Faceful Podcast consacré au bilan de la saison 2021 des 49ers. On s'y était attendu, faire un bilan complet d'une saison de NFL en un seul épisode, c'était assez ambitieux, c'est pour ça qu'on l'a divisé en deux parties. Dans la première partie, on s'était attelé à survoler la saison 2021 des Niners en revenant sur ce qui nous avait le plus marqué et en faisant principalement une analyse des performances collectives. Dans cette deuxième partie, on va faire l'inverse, on va essayer de pousser l'analyse un peu plus en profondeur, en s'attardant sur les performances individuelles des joueurs, puis en revenant sur le travail qu'a réalisé Kyle Shanahan. Et pour ce faire, nous nous retrouvons avec la même équipe d'intervenants que pour la première partie, à savoir Elliot, Olivier et Kevin. Bonjour messieurs. Salut les gars, salut Loïc. Salut Loïc, salut à tous. Salut. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va revenir sur les performances individuelles les plus marquantes, comme je l'ai dit en intro. Et pour ce faire, on commence par le poste le plus important, à savoir le poste de quarterback. Je vais vous poser une question assez large qui va tout de suite nous faire entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 2021 de Jimmy Garoppolo ? Écoute, Garoppolo, comme on en a parlé pas mal dans la première partie, mais il nous a fait une saison digne de lui, comme on attendait, ni plus ni moins, avec ses qualités, ses défauts. Début de saison compliqué, comme on en a parlé. Malheureusement, quand il a recommencé à trouver un bon niveau, il va se blesser. Et on va retrouver le Jimmy qu'on connaît. C'est à la fois un quarterback qui peut nous amener avec son game managing à être très efficace, mais on ne peut pas lui demander des exploits. Il est incapable à l'heure actuelle de faire des exploits. Mais c'est quelqu'un qui nous permet de gérer la ligne et d'avancer. Et en 2 saisons complètes, malheureusement, sur toutes les saisons qu'il a fait chez nous, il nous a amené les 2 fois, une fois au Super Bowl et une fois en finale de conférence. Pour moi, c'est une saison plus que correcte de ce quarterback. Oui, tu peux pas lui demander beaucoup plus, parce que c'est une saison très correcte et il joue à son maximum. Il nous emmène la dernière fois au Super Bowl et cette fois-ci en finale de conf, mais c'est son max. Il pourra pas nous emmener plus haut parce qu'il est pas assez fort pour nous emmener plus haut. C'est ça, en termes de game manager, on tient probablement ce qui se fait quasiment de mieux en NFL, mais ça reste limité par rapport à d'autres quarterbacks qu'on peut voir un peu partout dans la ligue, qui sont capables d'exploser, et puis on le voit, les derniers Super Bowls sont bien souvent remportés par des quarterbacks qui dominent leur sujet. Ce qui n'est pas forcément le cas toujours de Garoppolo, qui a tendance à sombrer avec l'équipe quand ça va mal, mais il règne très très bien quand l'équipe va bien. Donc une saison à l'image de ce qu'est capable de faire Garoppolo, mais sans faire mieux. Oui, voilà. Après, il ne faut pas non plus trop déprécier ses capacités et ses qualités. C'est un super leader, c'est quelqu'un pour qui l'équipe est prête à jouer. Et il nous a amené, quand il est en condition physique, à des saisons plus qu'agréables à suivre et où on prend beaucoup de plaisir. Après, c'est vrai qu'il ne nous fait pas d'exploit. C'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher. Il gère bien le temps. Il nous a fait... Non, c'est pas vrai. Il nous a fait un exploit. On en a parlé en long, en large, en contre travers. les Rams. Voilà, contre les Rams. Mais c'est sûr qu'après, il a fait une fois, il n'a pas fait après en play-off. C'est là où est certainement sa limite. Mais bon, est-ce que c'est sa limite à lui tout seul ? En fait, c'est que c'est sa limite à lui tout seul, mais c'est surtout, moi, c'est aussi une impression visuelle. Je pense que pour ses coéquipiers, il est très... c'est un leader, on en a déjà parlé, il emmène tout le monde derrière lui, tous ses coéquipiers, ils veulent mourir sur le terrain pour lui. Mais moi, c'est en tant que fan, quand je regarde les matchs des 49ers et qu'il a le ballon et que c'est lui qui va lancer, je suis jamais rassuré. Et c'est un peu inquiétant quand t'es jamais rassuré par ton quarterback. Je regarde d'autres quarterbacks, bon, évidemment, tout ce qui est Rodgers, Mahomes, Russell Wilson, etc., tu sais que le ballon il va être bien lancé, et quand je regarde Garoppolo, je me demande toujours, est-ce qu'il va faire une belle passe, est-ce qu'il va avoir une belle réception, ou alors est-ce qu'il va complètement se trouer et qu'il va faire une interception de merde. C'est ça, et Garoppolo, on a tendance, enfin moi en tout cas, s'il lance dans les 3 premières secondes, je suis relativement à l'aise. Par contre, s'il commence à sortir de sa poche, à commencer à se déplacer, on est quasiment sûr que la balle va pas arriver dans les mains pas dans les mains de son receveur. Ça va peut-être arriver dans des mains, mais pas les bonnes. Et ça, c'est très inquiétant.
C'est ce qu'on a vu en divisional, en fin de première mi-temps, quand il y a cette action où il essaye de viser Kittle, mais il n'arrive pas à l'attraper, il commence à bouger, on sent qu'il n'est pas à l'aise là-dedans. Après, ça, on savait que c'était ses limites, comme le fait qu'il ait un problème avec le second rideau, parce qu'au niveau des linebackers, il s'est fait souvent intercepter à ce niveau-là. Mais après, voilà, on critique un gars qui, quand il est en bonne santé, te mène au Super Bowl et t'amène en finale de conférence. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir un quarterback qui peut faire, au pire, cela. Au vu du bilan que vous tirez de la saison 2021 de Garoppolo et du fait quand même qu'on a été en finale de conférence, malgré Garoppolo, est-ce qu'il faut bel et bien tourner la page Jimmy Garoppolo à San Francisco d'ici 2022? Oui, je pense que c'est nécessaire. Non seulement parce qu'on a vu ce qu'il pouvait faire, où est-ce qu'il pouvait nous amener, mais on a aussi vu par les deux fois où il a fait des saisons complètes qu'il pouvait pas nous amener plus haut. Faut aussi tenter la chance quand t'as lâché toute la maison, des choix de premier tour sur plusieurs années consécutives pour prendre un mec en 3e place. Tu vas pas le laisser sur le banc indéfiniment. À un moment, faut le faire jouer. Je pense que l'aventure Garoppolo à San Francisco, elle a fait son temps. Merci pour ce qu'il a fait quand même, hein, faut le dire. Mais place à la jeunesse et place à Trey Lance maintenant. Ouais, c'est surtout comme tu le dis, Elliot, c'est surtout le coût financier. Au niveau du salary cap, il nous coûte bonbon. On a récupéré un quarterback qui est dans son contrat rookie, donc il coûte moins cher. On a vendu la maison, la caravane et tout ce qu'il y avait avec pour le récupérer. Ok, il y a des équipes, je prends l'exemple des Packers qui ont laissé Rodgers en couveuse plus d'1 an. Bon, en même temps, ils avaient Brett Favre, c'est pas la même chose. Et non, c'est la réalité. Mais voilà, mais là, d'un point de vue financier, d'un point de vue tactique, avec ce qui a été fait par le front office l'année dernière, on peut pas se permettre de le garder une saison de plus. On peut pas renforcer l'équipe si on garde Jimmy G. Et j'espère qu'on arrivera à l'échanger contre un premier tour de draft. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Maintenant, c'est pas moi qui prends les décisions. C'est ça, je vous rejoins un peu, je pense que c'est le bon moment pour changer. Après, faut quand même se rendre compte qu'on est probablement sur le meilleur quarterback des 49ers depuis la draft d'Alex Smith en 2005. C'est quelqu'un qui a répondu aux attentes, c'est quelqu'un qui avait un niveau moyen, toujours quand même très bon. Il a rarement fait un match en dessous de tout où il faisait rien. C'est quand même quelqu'un qui assurait toujours quelque chose. Donc effectivement, c'est le moment de changer, mais est-ce que Trey Lance va pouvoir assurer le niveau qu'avait Garoppolo à chaque match? Ça, c'est une autre question à laquelle je suis pas capable de répondre en ce moment. Moi, à l'heure actuelle, je suis comme toi. J'en suis pas sûr. Et moi, sincèrement, je vous le dis cash, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que le gamin il soit prêt à faire au moins aussi bien que Jimmy G. Après, certainement, enfin, on part du principe qu'ils l'ont drafté parce qu'il part du principe que son plafond est plus haut. Mais à l'heure actuelle, je suis pas persuadé que l'année prochaine on pourra faire aussi bien que cette année. De toute façon, Trey Lance, c'est un plan à long terme. On n'attend pas de lui qu'il soit aussi bon en 2022 que ce que Garoppolo a fait en 2021. S'il l'est, tant mieux, ça reste possible. Maintenant, il y a une grosse marge de progression au niveau de ses lectures et surtout, je trouve, au niveau de sa précision dans ses passes. Donc, même si la saison prochaine n'est pas aussi bon que ce que Garoppolo a fait en 2021, l'objectif, c'est de gagner le Super Bowl. On pense que Garoppolo n'a pas le plafond suffisant pour qu'on aille jusqu'au bout avec lui, pour qu'on aille gagner le titre, puisque c'est ça l'objectif de la franchise. Alors que Trey Lance, il a peut-être un plancher plus bas, puisqu'il présente moins de certitude que Garoppolo, mais il a un plafond largement supérieur si Shanahan, forme bien son joueur et permet d'exploiter au maximum son potentiel. Je suis pas totalement d'accord quand tu dis qu'il doit pas performer tout de suite et qu'on n'attend pas de lui qu'il soit très fort tout de suite. Oui, il doit être très fort tout de suite. On a trop de joueurs en ce moment dans la force de l'âge. Absolument. On a une fenêtre de 3 ans, 4 ans peut-être maximum. Après, on a plusieurs joueurs stars qui vont commencer à décliner. Si on le met titulaire aujourd'hui, il faut qu'il performe, il faut qu'il nous amène tout en haut tout de suite. Il peut pas se permettre une saison moyenne. Il doit performer tout de suite. Ça pose la question du choix à la draft. Hein.
On ne peut absolument pas passer par ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on l'a payé trop cher et c'est un numéro 3 de draft. Un numéro 3 de draft, je suis désolé, c'est soit ça devient une star, soit c'est un bust. Il n'y a pas 36 solutions. Je veux dire, c'est soit tu deviens un Andrew Luck, tu deviens un joueur comme ça, soit tu deviens des joueurs beaucoup, beaucoup moins bons ou qui ont des carrières plus difficiles, genre Jameis Winston, voire Marcus Mariota. Donc voilà. Et lui, il est drafté en 3. Il n'est pas drafté en 15, en 20 ou au second tour, il est drafté en 3. Il est drafté en 3. On a vendu la maison pour lui. Il va avoir une pression monumentale l'année prochaine. Et puis encore une fois, on n'est pas les Bengals qui avaient une équipe totalement en construction quand ils prennent Joe Burrow, qui peuvent se permettre de lui laisser 2 ans, 3 ans de construction. Nous on a trop de joueurs installés en ce moment. Il nous faut un quarterback qui gagne tout de suite. D'accord, mais du coup, s'il gagne pas tout de suite, pour moi, ce sera plus un reproche à faire à Shanahan de l'avoir choisi lui, alors qu'il est moins pro-ready que les Mac Jones ou que les Justin Fields au moment de la draft, alors qu'on aurait pu profiter d'une équipe qui a son prime en ce moment. Pour moi, si la saison prochaine, il est moins fort que ce que Garoppolo a fait en 2021, c'est presque un reproche à faire plus au coach qu'au joueur en lui-même, qui lui, n'a pas joué depuis 2019, a joué en Division 2 seulement jusque maintenant. Donc pour moi, il faut même si on a envie qu'il fasse des merveilles la saison prochaine parce que c'est ce dont on a besoin, moi perso je m'attends pas à ce qu'il soit aussi fort que ce que Garoppolo a fait cette saison ou en 2019. Le jeu au sol va avoir un rôle hyper important l'année prochaine parce que ça reste quand même un quarterback rookie. Et même si vous venez tous d'en parler, il faut qu'il performe parce qu'on en a besoin. Il va avoir vachement besoin de l'appui de son jeu au sol, que ça soit Mitchell ou n'importe quel mec drafté au 6ème tour cette année. Ça va être important que le jeu au sol performe, peut-être même encore plus que cette année, parce que t'as quand même un rookie lanceur, quoi. Ouais, je sais pas si c'est vraiment que le jeu au sol. Je pense qu'ils peuvent aussi tenter au niveau du jeu proposer ce qu'a proposé cette année les Rams. Je veux dire avec pas mal de courses, mais si ça servait surtout pour de la play action et doubler ça avec de la read option, parce que vu que Trey Lance il est considéré comme à mon grand désarroi comme un quarterback coureur, s'il est capable de courir aussi, la solution peut venir à ce niveau-là aussi. Maintenant, je pense que ça va être à Shanahan d'adapter son play calling, et à ce niveau-là, j'ai pas réellement d'inquiétude parce que bon, Shiny, c'est quand même un super coach à ce niveau-là. C'est ça, moi je pense qu'on va peut-être s'orienter vers un plan de jeu à la Bills peut-être, avec ce que fait McDermott, avec un quarterback qui a un gros bras et qui est capable de prendre ses jambes à son cou et d'exploiter toutes les brèches qui s'avancent devant lui. Donc ouais, je verrais plus un plan de jeu comme ça, mais c'est sûr que ça va être un gros chamboulement par rapport à ce qu'on connaît des 49ers depuis de nombreuses années maintenant. Ouais, puis il semblerait que Shanahan ne tarissait pas d'éloges pour Josh Allen, donc voilà, et qui cherchait un quarterback dans ce style-là. Après, voilà, c'est sa volonté. Il semble qu'il ait trouvé, comme tu disais la dernière fois, Kevin, son arme fatale avec Trey Lance. Espérons pour nous que ce soit le cas. Bon, il y a une dernière question que j'ai envie de vous poser avant qu'on passe aux autres joueurs. C'est est-ce que Shanahan a eu raison de ne pas titulariser, et je dis pas de ne pas le mettre dans la rotation, je dis bien de ne pas titulariser cette saison Trey Lance, dès sa saison rookie. Oui, clairement, il a eu raison de ne pas le mettre directement sur le terrain, c'était beaucoup trop tôt. On parle de Jimmy Garoppolo quand même devant lui, hein. C'est pas comme si y avait encore Brian Hoyer ou CJ Beathard ou Blaine Gabbert. On parle d'un mec qui a quand même réussi à montrer, enfin il a réussi à amener une équipe au Super Bowl. C'est pas n'importe qui devant lui, et surtout c'est pas, comme tu le disais tout à l'heure Loïc, c'est pas Mac Jones ou Justin Fields qui sont un peu plus pro-ready. C'est un mec qui sortait d'un an sans jouer à cause du Covid et qui sort de FCS, de deuxième division universitaire avec North Dakota State. Il était clairement pas prêt, tout le monde savait qu'il était pas prêt, fallait lui laisser du temps et c'était la meilleure chose à faire. Si tu l'avais lancé dès le début, il se serait peut-être cramé trop tôt, on n'en sait rien, mais il se serait peut-être cramé trop tôt et c'est un risque que tu peux pas prendre quand tu es une équipe qui joue les playoffs. Totalement d'accord avec Elliot. Moi, je me suis basé sur la jurisprudence que je préfère, c'est la jurisprudence Mahomes. Pendant un an, il joue pas et ensuite il devient le meilleur quarterback de la ligue. C'est tout ce que je nous souhaite. Et puis en plus, il était derrière un quarterback qu'on peut facilement comparer à Jimmy Garoppolo avec Alex Smith. C'est un peu la même histoire, les Chiefs de l'époque et les 49ers de cette saison. On a un peu fait le tour de la question de nos quarterbacks. Je propose qu'on passe maintenant aux autres joueurs, en particulier aux cibles. On va commencer par Deebo Samuel,
qui a été un peu la star, la révélation de la saison 2021 des Niners. Je rappelle juste vite fait ses stats: 1405 yards de réception, 6 touchdowns à la réception, 365 yards à la course, 8 touchdowns à la course. Donc là, on reste dans les stats de base. Est-ce que Deebo Samuel a été le meilleur receveur de la ligue en 2021? Est-ce qu'il aurait dû être au podium, même si le titre on s'en fout, mais est-ce qu'il méritait d'être le meilleur joueur offensif de la saison 2021? Elliot? Non. Non, je pense pas qu'il méritait d'être le meilleur joueur parce que Cooper Kupp a quand même été extraordinaire. Il est peut-être plus unidimensionnel, juste receveur que Deebo. Mais je pense qu'il a quand même fait une meilleure saison. Après, ça n'enlève rien à la saison extraordinaire qu'a fait Deebo Samuel. Et c'est par contre scandaleux qu'il ait reçu aucun vote pour le titre de joueur offensif de l'année. Enfin, parce qu'il a été absolument au four et au moulin. Tu l'as dit dans ses stats, à la réception, à la course, il a même fait des passes pour de touchdowns. Enfin, il a montré qu'il savait tout faire et qu'il savait tout faire très bien. C'est notre arme offensive numéro 1 maintenant. Il faudrait quasiment inventer un titre de joueur le plus complet de la ligue, joueur le plus complet de la saison même. Et Deebo Samuel aurait sûrement remporté toutes les votes en jeu. Ouais, à la rigueur, il ne manque plus qu'à réussir un field goal ou faire un punt et on serait bon, quoi. Je veux dire, il manque plus que ça. Sinon, oui, c'est notre arme absolue en attaque. Maintenant, je suis totalement d'accord avec Elliot et j'irai même plus loin. Elliot, il parle de Cooper Kupp, mais au niveau du jeu au sol, si on voulait faire une comparaison, il y a aussi un joueur qui a éclaboussé la ligue de son talent cette année, c'est Jonathan Taylor avec les Colts. D'ailleurs, il nous a marché un peu sur la tronche à nous aussi. Et voilà, ces deux joueurs-là, dans leur catégorie, dans leur spécificité, ont été meilleurs que Deebo, mais Deebo c'est un peu de l'un et un peu de l'autre. Il est capable à la fois de mettre des touchdowns à la course et à la réception, ce qui en fait une arme absolue à mes yeux. Il me semble qu'il y avait que Wes Welker qui avait réussi un field goal. Et Deebo Samuel a récemment fait une interview où il confiait qu'il souhaitait pouvoir essayer un jour un field goal et devenir le deuxième joueur à avoir marqué de toutes les façons possibles. Ça serait vraiment pas mal à voir ça l'année prochaine. Moi, je pense que si ça se passe bien, ça peut être rigolo à tester. Il y a d'autres mecs qui ont réussi des field goals, mais c'est vrai que Wes Welker, l'exemple, il est bon parce que c'est d'autres mecs qui ont réussi des field goals, c'est pas des receveurs, et c'est vrai que marquer sur chaque position, il faudrait qu'il fasse un pick six aussi et qu'il apporte aussi en équipe spéciale et qu'il fasse les retours de punt et les retours de kick. Ça serait marrant qu'il marque sur chaque possibilité où on peut marquer sur une saison. C'est ça, et puis on sait que Wes Welker aussi était dans le staff et l'interview était assez drôle à ce niveau-là parce qu'il confiait qu'avec Wes Welker, il s'envoyait des petites piques dans la saison où Welker disait ouais c'est bien tu marques de toutes les façons mais moi j'ai marqué un field goal en plus. Finalement, quand on écoute, il n'a pas marqué de pick six, il n'a pas marqué sur retour de punt, il n'a pas marqué field goal. C'est un joueur moyen finalement. Je vous propose de passer à Brandon Ayuk, qui a été donc notre receveur 2 cette saison. Comme on l'a dit dans le premier épisode, il a fait un début de saison catastrophique. Il était en moyenne à 16 yards jusqu'à la semaine 7. Et à partir de la semaine 8, il est à 66 yards par match jusqu'à la fin de la saison, en étant aussi bon en play-off. Donc il a un début de saison compliqué, mais après il s'est bien repris. Est-ce que pour vous, avec Brandon Ayuk, on a les garanties pour qu'il soit un receveur 1 ou 2 les 3-4 prochaines saisons dans l'effectif des Niners? Oui. Ouais. En vrai, il a fait, même si comme on en a déjà parlé, son début de saison, il était pas bon, mais parce qu'il était pas prêt et qu'il a pris quand même le rookie wall. Mais le reste de sa saison, il a prouvé qu'il était quand même une arme importante et une arme aussi différente de ce qu'est Deebo Samuel. Ce qui est important aussi dans un corps de receveurs, c'est d'avoir des receveurs différents qui sont capables d'apporter sur des types de tracés et types de réceptions différentes. Ayuk, il est plus en profondeur, il apporte justement... il n'a pas les mêmes qualités que Deebo. Deebo, il faut des balles assez courtes pour qu'il puisse après développer ses courses en yard after catch, là où Brandon Ayuk, il va plus être cherché sur des réceptions décisives et plus lointaines, plus réception, fin de jeu, mais tu nous sors une belle épine du pied. Donc je pense que cette saison, il a prouvé qu'il était capable de faire ça. Ouais, le Brandon Ayuk, je me rappelle à sa draft, j'étais un peu déçu entre guillemets de sa draft parce qu'on est en 2020 et c'était une draft très très riche en receveurs avec feu Henry Ruggs,
CeeDee Lamb, et, et on avait un Justin Jefferson qui tombait, et puis il est pris finalement à 3 choix de nous, parce que les Vikings ont monté un trade pour aller le chercher, et finalement on se retrouvait avec Brandon Ayuk. J'étais un peu déçu. Aujourd'hui, je pourrais pas être plus heureux d'avoir Brandon Ayuk. J'adore ce joueur, il est grand, il est physique, il est rapide, il a des bonnes mains. Je suis absolument persuadé que ça va devenir le receveur 1 de notre équipe pour les prochaines années. Du coup, on a parlé du fait que Brandon Ayuk et Deebo Samuel c'était des profils assez différents. Deebo Samuel c'est vraiment les tracés courts, Brandon Ayuk il est bon aussi sur tracés courts, mais on l'utilise plus souvent aussi sur les tracés un peu plus profonds. Est-ce que pour vous, à ce sujet-là, est-ce qu'il faut faire des changements dans notre groupe de cibles? Peut-être pas pour Deebo Samuel et Brandon Ayuk, mais pour un potentiel receveur 3 du fait de la transition de Garoppolo à Trey Lance, qui va nous permettre d'avoir un play calling beaucoup plus axé sur les passes profondes et sur des cibles plus axées sur attaquer le deep, ce qui n'est pas la spécialité de Deebo Samuel. Je sais qu'il sait le faire, mais Deebo Samuel est le meilleur receveur de la ligue sur tracé court. Il n'est pas le meilleur receveur de la ligue sur tracé profond. Brandon Ayuk, il est bon, mais il n'est pas élite. Est-ce qu'on a besoin de renforcer et de se trouver un receveur 3 spécialiste des tracés profonds? Non, pour moi, c'est pas une question de joueurs. Les joueurs, on les a. Les joueurs, on les a avec Deebo, avec Brandon Ayuk, il y a Jennings qui nous a fait une belle fin de saison. Il y avait, je dis pas de bêtises, il y a un gars qui s'appelle Sherfield qui m'a fait bonne impression en début de saison aussi. Les joueurs, on les a. Simplement, c'est le système de jeu et comme tu disais, le play calling. Je suis persuadé que Brandon Ayuk qui va pouvoir faire des différences avec son explosivité. Deebo, il est capable de récupérer des ballons en profondeur aussi, et il faut quand même pas oublier qu'on en a un autre qui est pas receveur, qui est pas bloqueur, mais qui est tout à la fois et meilleur que les autres, c'est Kittle. Kittle, il est super bon sur tout ce qui est tracé profond aussi, donc je vois pas l'intérêt d'aller chercher, surtout qu'on n'a pas une masse salariale qui nous permettra d'aller récupérer, d'aller chercher volontairement un joueur comme ça. Donc pour moi, je pense que les cibles on les a, et c'est juste que à nos cibles de s'adapter. Elles ont le talent nécessaire pour faire la différence l'année prochaine. D'accord. Par rapport à George Kittle, justement, j'ai pu lire parfois sur les réseaux sociaux qu'il avait fait une saison un peu en dessous des attentes qu'on plaçait en lui en début de saison. Je suis pas forcément d'accord, mais est-ce que c'est ce que vous pensez? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a fait une saison moins impressionnante que les précédentes? Peut-être. Est-ce qu'il a fait une mauvaise saison? Non, pas du tout. Il nous a juste habitués à des standards de qualité extraordinaires. Et là, il a fait une saison un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus humaine, un petit peu plus normale, mais il a quand même fait un exercice 2021 très, 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 très solide. Il a été encore un peu touché par les blessures, ce qui peut quand même être un peu inquiétant parce que ça fait plusieurs saisons que ça arrive, mais dans le reste, quand il est sur le terrain, il apporte en réception, il apporte énormément en bloc. Non, il n'a pas fait une mauvaise saison, il a quand même fait une très bonne saison par rapport aux standards des tight ends classiques. Et puis les Ouais, boulevards voilà. dont profite Deebo Samuel, qu'on voit si souvent, il s'ouvre pas tout seul. C'est parce que t'as un George Kittle qui attire les défenses, qui fait des blocs incroyables. Et puis George Kittle, ok, il fait pas une saison aussi fantastique qu'a pu être certaines de ses saisons précédentes. Mais il nous sort des coups d'éclat. J'ai en tête des réceptions à une main, des plaquages cassés. Il est exceptionnel. Moi, si Kittle me fait une saison comme ça pour les 5 prochaines années, mais je signe des deux mains. Ouais, c'est certain, c'est certain. Et puis voilà, c'est ce que tu disais, Kevin, c'est vrai. Moi, j'ai en mémoire quelques interceptions qu'il a sauvées à Jimmy G avec des réceptions improbables d'une main ou en récupérant le ballon entre deux gars. Voilà. Après, là où moi je suis un peu plus inquiet, et je mettrai un bémol, c'est ce côté où il a tendance à se blesser de façon régulière chaque saison. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. Ça n'enlève rien à ses qualités. Au niveau des qualités, c'est certainement l'un des deux meilleurs tight ends de la ligue sans aucun problème. Le souci, c'est qu'il y a des mecs qui sont même bons que lui, mais qui eux font les saisons complètes. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est ça. C'est cette façon qu'il a de se blesser régulièrement. Je me rappelle pas la dernière saison qu'il ait faite complète ou qu'il ait joué sans avoir des problèmes ou à l'épaule, ou au coude, ou au pied. Et vu le jeu qu'il pratique et vu l'intensité qu'il met, c'est ce qui me pose le plus problème. Maintenant qu'on a parlé des cibles, on va parler un peu des coureurs.
et en particulier d'Elijah Mitchell, qui était un rookie de 6ème tour, sur lequel on ne plaçait pas forcément énormément d'attentes, il était censé seulement être dans la profondeur de notre groupe de cible. Et au final, par le jeu des blessures, et même je pense par les qualités qu'il a montrées pendant la pré-saison, il se trouve assez vite à être utilisé à la course par Kyle Shanahan. Et il nous fait une saison à 963 yards et 5 touchdowns à la course en 11 matchs. Donc en yards par match joué, il est dans le top 5 de toute la NFL, alors que c'est un rookie de 6ème tour. Est-ce que vous pensez qu'avec lui, on s'est trouvé un running back 1 incontestable pour les prochaines saisons? Un running back numéro 1 pour les futures années, je sais pas. Après, il a quand même été exceptionnel. À part Najee Harris, qui est un premier tour de draft, je vois pas d'autres running backs cette saison en NFL en tant que rookie en tout cas, qui ont impressionné à ce point. C'est un excellent joueur et heureusement qu'il a été là parce que quand j'ai vu Raheem Mostert sortir du terrain dès le premier match, je me suis dit qu'on était vraiment dans la mouise parce que Raheem Mostert assurait tellement bien le jeu au sol la saison dernière que là j'ai eu très peur. Mais Elijah Mitchell a fait un super job et on attend de lui qu'il répète ses prestations. Après, est-ce qu'il peut le faire? Je sais pas. La NFL va sûrement s'adapter. On sait que c'est le principe de la NFL. L'été, les équipes travaillent beaucoup, s'adaptent beaucoup. J'ai un peu peur pour lui, pour le fameux rookie wall, mais on attend de lui qu'il répète ce genre de prestations. On précise juste que Elijah Mitchell, s'il a joué que 11 matchs, c'est parce qu'il s'est blessé à 5 endroits cette saison, 5 endroits du corps différents, dont, si on compte une commotion cérébrale comme une blessure en tant que telle. Donc à un poste où, évidemment, c'est le principe, tu te prends énormément de contacts chaque match, et où la durée de la carrière est la plus courte parmi tous les postes de la ligue, il y a quand même de quoi s'inquiéter quand un gars se blesse aussi souvent et manque autant de matchs dès sa saison rookie. Olivier? Ouais, ça c'est pas problématique parce que les coureurs c'est la chair à canon. C'est dramatique de parler comme ça, mais c'est exactement à quoi ça sert. C'est les fantassins, c'est les premières lignes, c'est la chair à canon. Et voilà, on commence la saison normalement avec Raheem Mostert qui, il a fait 2 courses, 20 yards, donc il a une super moyenne. Hein. Il a 10 yards par course, mais bon, les stats ne mentent pas. Mais voilà, après il se blesse. L'année dernière, ça a été pareil. On avait récupéré très Sermon en troisième tour en pensant que ça allait devenir à moyen terme notre running back numéro 1. Ça n'a pas été le cas. Et les blessures, oui, voilà, c'est le souci majeur. Mais voilà, Elijah Mitchell a eu énormément de travail. Moi, je le compare à un cheval de trait. On lui file le ballon, 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 on lui refile le ballon. La seule chose qui me dérange, je sais pas qui me dérange, mais qui m'a posé quelques soucis cette année, c'est qu'il plante que 5 touchdowns. J'aurais aimé que, vu les stats qu'il a en 11 matchs, je trouve pas assez décisif. Je trouve que sur les derniers yards, il fait pas la différence. Et c'est ce que je reproche un petit peu à notre groupe de coureurs cette année. J'avais pour habitude d'adorer Jeff Wilson quand il est rentré sur le terrain. Je savais qu'il allait prendre le ballon, partir tout droit, enfoncer tout le monde et marquer des touchdowns. C'est le genre de mec qui faisait 4 courses dans un match, il marquait 3 touchdowns. Mais parce que les 4 courses, il les faisait sur la ligne adverse. Et cette année, ça nous a manqué. À mon avis, c'est ce qui nous a manqué le plus. L'autre joueur qu'on a énormément utilisé à la course, c'est Deebo Samuel. On en a déjà beaucoup parlé pendant le premier épisode. Ouais, juste une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut se permettre de continuer à le faire courir aussi souvent les saisons à venir? Elliot? Non, on peut pas, parce que il faut le garder pour les moments clés, parce qu'il est capable, comme on l'a répété, de faire des gros yards. Hein. Il est à 6,2 yards à la course et il est capable de débloquer des situations. Tu l'as dit, 8 touchdowns à la course, c'est un chiffre énorme pour un mec qui est normalement receveur. Mais je pense que on le met en danger à le faire autant courir. Parce que un joueur qui est habituellement receveur et qui prend tous ses coups en tant que running back, il n'est pas forcément prêt pour ça, surtout que c'est un joueur explosif, c'est un joueur qui s'est déjà blessé dans sa courte carrière. Je pense pas qu'il faille prendre le risque. Je pense qu'on peut le faire dans les matchs clés de l'année prochaine, les matchs essentiels, les matchs serrés, les matchs où on veut vraiment débloquer des situations. Mais si, imaginons, on a un match, je dis au hasard, contre les Lions ou contre les Jaguars et qu'on est sûr de gagner, etc. No disrespect envers ces deux équipes, hein, mais on est sûr de gagner. Je pense que ce genre de match-là, faut pas prendre le risque avec Samuel à la course. C'est ça, je pense qu'il faut y aller avec parcimonie. C'est un peu l'arme fatale de Kyle Shanahan. Et puis on sait à quel point il aime
il aime les trick plays, il aime surprendre l'adversaire. Donc allons-y doucement avec Deebo Samuel sur le jeu de course. Et puis ça va continuer de fonctionner, mais ne risquons pas de le blesser à chaque match avec des courses de kamikaze à chaque fois. C'est pas nécessaire, je pense. Surtout que c'est un truc qu'on dit plus au basket, mais je trouve que c'est vrai aussi pour la NFL, c'est que il y a peu de matchs en NFL, maintenant il y en a 17 par saison régulière, sauf que l'objectif de San Francisco, c'est pas de gagner les matchs de saison régulière. Enfin, si, c'est de les gagner, mais l'objectif ultime, c'est de performer en playoff. Il faut que les mecs ils soient prêts le premier match, au moment où les playoffs commencent, il faut que les mecs ils soient à fond. On l'a vu avec les Cardinals cette année, ils n'étaient pas du tout prêts au moment des playoffs, ils étaient sur une pente descendante, alors que nous on était sur une pente montante, et c'est pour ça que ça a aussi bien marché pour nous, c'est que les mecs ils étaient prêts. Si on use trop un mec comme Deebo très tôt dans la saison et qu'il arrive cramé en playoff, on pourra se les mordre. Alors, on va passer à la ligne offensive. On va peut-être pas revenir sur les performances individuelles de tous nos linemen offensifs parce que ce serait un peu compliqué. Mais qu'est-ce que vous retenez principalement des performances de la O-line sur la saison 2021 ? Trent Williams. C'est bien résumé. Voilà, on l'a payé cher, on l'a conservé pour un moment, et quand on le voit sur le terrain, on comprend pourquoi. Je veux dire, cette année, il a été, moi je l'ai trouvé encore exceptionnel. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, je trouve à son niveau. Et le problème, c'est que ce mec-là, il banalise l'excellence. On a même vu en playoff quand Shanahan il le fait se déplacer. Moi, j'aurais pas voulu être à la place des gars quand il les récupère je sais plus contre qui c'était, je sais plus si c'est contre Dallas ou contre. Oui, je crois que c'est contre Dallas où il change de côté sur une course et qu'il arrive lancé sur les défenseurs. On voyait dans la tête des gars qu'ils avaient peur, quoi. Ils savaient qu'ils allaient se faire exploser. Et il finit la saison avec une cheville en carton. Et malgré le fait qu'il ait une cheville en carton, le dos en vrac, il nous a fait. Enfin voilà, c'est une encre. Voilà, c'est une encre sur le terrain. Et tant qu'il sera là, en condition physique, on sera tranquille en côté aveugle. C'est ça, quand t'as un mec comme ça, comme Trent Williams, surtout là, quand on va partir avec un quarterback qui a peu d'expérience, il aura au moins ça en moins à se mettre dans le crâne, c'est qu'il ne sera pas obligé de faire attention à ses arrières. On l'a vu que c'était important pour des quarterbacks jeunes. On l'a vu notamment avec Joe Burrow l'année dernière qui s'est fait complètement éclater parce que sa ligne elle tenait pas le coup et il s'est blessé. Là, au moins, Trey Lance, quel que soit son niveau de jeu, il va être au moins tranquille sur son côté aveugle. Pendant que de l'autre côté, Mike McGlinchey est quand même un sacré point d'interrogation. Moi, j'ai le souvenir de sa draft où il était un peu chapeauté par Joe Staley, et puis on s'imaginait que cette relation allait déboucher sur un Mike McGlinchey qui devient un peu le nouveau Joe Staley. Puis de mon côté, j'ai un peu l'impression d'un joueur qui stagne, voire qui régresse par moments. Je suis vraiment déçu de Mike McGlinchey et j'ai l'impression que la saison prochaine va vraiment être la saison de tous les dangers pour lui. Soit il confirme ce qu'on pensait de lui depuis ses débuts en NFL, ou soit il risque de petit à petit disparaître des radars. Parce que j'ai vraiment été déçu de sa saison de manière générale. Moi, je trouvais quand même qu'il avait montré quelques signes d'amélioration dans le pass pro et que justement, il avait un peu régressé dans le run block où il était vraiment excellent les saisons passées. Mais je trouvais que dans le pass pro, c'était moins calamiteux qu'il a parfois pu l'être les saisons dernières. Vous n'avez pas ressenti ça, vous ? J'ai pas ressenti grand chose en fait avec McGlinchey. Sans être méchant avec lui, c'est un bon joueur, mais Kevin a tout dit, on en attendait peut-être mieux quand on le draft. On draft quand même en 9ème. On draft quand même en 9 et on se dit... 8 ou 9. Il me semblait que c'était en 9, mais c'est pas très grave. On draft dans tous les cas dans le top 10 et on s'attendait à ce que ça soit un monstre. Ça reste un super joueur, mais on va... Maintenant, on commence à voir... Alors qu'on espérait que ça soit notre futur tackle côté aveugle, et je pense qu'il en est juste pas capable et qu'il pourra être un très bon tackle droit, mais jamais plus. Ouais, mais après, ce qu'il faut voir aussi, les gars, c'est que voilà, on parle aussi en fonction de là où la personne est draftée. On a beaucoup plus d'attentes sur un gars comme McGlinchey qui est drafté au premier tour que ce qu'on peut avoir sur un Elijah Mitchell ou ce qu'on a pu avoir sur un Kittle. Et il y a aussi ce côté-là. Nous à San Francisco, on a cette chance d'avoir drafté des joueurs au 2e, 3e, 4e, 5e tour, même 6e tour cette année, qui ont surperformé par rapport à leur place dans la draft. Et c'est sûr qu'on aimerait et
on voudrait que nos premiers tours de draft soient efficaces. Mais bon, ça fait quand même quelques années que c'est pas forcément le cas. Je dis pas des bêtises, Salomon Thomas, il était drafté très très haut et je crois que maintenant il est parti très très loin. On a Kinlaw sur 2 saisons. Bon, la première saison, l'année dernière, il a d'autres chats à fouetter avec toutes les blessures autour de lui, et cette année c'est lui qui se blesse. Et McClinchy, il y a quelques années aussi, qui nous fait pas ce qu'on pourrait attendre d'un premier tour. Ensuite, je pense pas qu'il soit si mauvais que ça, parce qu'après sa blessure, même si ses remplaçants ont fait le taf, on a vu qu'en playoff c'était quand même sur notre côté droit, c'était une catastrophe. On s'est fait crever sur l'autre côté droit, surtout contre les Packers, où je me suis dit Garoppolo finira pas le match avec tout ce qu'ils vont à force de lui rentrer dedans. Donc voilà, je préfère quand même l'avoir sur le terrain et j'espère qu'il va revenir en pleine santé, parce qu'avec lui sur le terrain et Trent Williams de l'autre, on est pas mal, quoi. L'intérieur de la ligne, c'est un petit peu plus faiblard, mais Alex Mack a quand même fait le taf, et Laken Tomlinson, bon bah c'est carrément pro bowler. Par contre, le poste de garde droit, là, que ce soit dans le pass pro ou dans le run block, Brunskill, pour moi, a été franchement insuffisant, et ce sera un poste à revoir pendant l'intersaison, à voir si on donne une chance à Ron Banks, c'est quand même notre 2e tour l'année passée, ou si on donne une chance à Tom Compton, à un free agent. Bref, pour moi, il faut trouver une solution à ce poste-là. Si personne n'a rien à rajouter sur l'attaque, je propose qu'on passe à la défense. Je voudrais juste rajouter un petit mot quand même sur l'attaque. J'ai envie d'en parler vite fait. Mais une petite dédicace à Kyle Juszczyk, qui prouve après tant d'années que c'est le seul fullback qui vaut le coup. Et qu'on a bien fait d'aller chercher le meilleur fullback de la NFL pour jouer dans la seule attaque qui utilise bien un fullback. Donc je voulais juste dire un petit bravo à Kyle Juszczyk d'être le meilleur fullback depuis qu'il est arrivé en NFL, c'est-à-dire depuis quasiment 10 ans. Un petit bravo et un gros merci parce qu'il nous sauve quand même pas mal de Oui, situations. et un gros merci aussi. Et puis c'est quand on voit de temps en temps jouer d'autres équipes où ils ont un fullback, et quand ils tentent par désespoir de lui faire une passe, on voit la différence entre les fullbacks et le nôtre, qui est lui a vraiment des mains et sait tout faire. Et comme tu disais, Elliott, vraiment on peut pas l'oublier. Un gros big up à Juszczyk pour toute la saison qu'il a fait et les saisons qu'il a fait par avant. Voilà, on peut passer à la défense du coup, je pense. Donc, on va commencer par la ligne défensive et par le joueur qui a été le moteur de notre pass rush qui a lui-même été le moteur de notre très très belle fin de saison, c'est Nick Bosa, qui finit avec une saison à 15,5 sacs et qui a été vraiment l'un des meilleurs D-line de la ligue cette saison. On va pas faire des louanges sur lui pendant une demi-heure. Je pense que tout le monde sait qui est Nick Bosa, tout le monde sait quel talent il a. Maintenant, il y a une question que j'ai envie de vous poser pour savoir jusqu'où on attend de lui. Qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est est-ce que si il demande, comme certaines rumeurs l'indiquent, 30 millions par an pour prolonger son contrat, est-ce que Nick Bosa est dans une situation où on ne peut pas le lui refuser? Ah ben alors ça, Quadzilla, il peut demander ce qu'il veut. S'il continue à jouer comme ça, même si cette année il n'est pas dans la première équipe et c'est un scandale, ce mec c'est l'un des Il n'est pas dans la 2-3 deuxième non plus, meilleurs. hein. Voilà, c'est scandaleux. Et ce mec fait partie des 2-3 meilleurs edge rushers de la ligue. Et 2-3 meilleurs edge rushers de la ligue après 3 saisons, dont une blanche parce qu'il s'est blessé. C'est un extraterrestre. Il est quasiment tout le temps pris à 2 et ça n'empêche pas de faire 15,5 sacs. Il est monstrueux. Il y a pas d'autre mot. Et c'est quelqu'un qui cherche à bosser. Si vous avez dû le suivre un petit peu sur les réseaux, après sa blessure, quand il est revenu, j'ai suivi un peu ses entraînements, sa remise en forme. Voilà, on sent que c'est un passionné de ce jeu et quand il est sur le terrain, il est en mission. Et puis voilà, il a ce côté leader par l'exemple, parce qu'il va aller chercher, il va trouver une solution, il va passer par l'extérieur, il va passer par l'intérieur. Il est puissant, il est agile, voilà, il lâche rien, il est capable de suivre à la course. Mais voilà, je veux dire, c'est un joueur qu'on adore voir sur le terrain. Et d'ailleurs, quand il s'est blessé contre Dallas, j'ai eu très 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 peur. Et d'ailleurs, on a été moins bon quand il est sorti en playoff à Dallas, parce que ce gars, c'est le cœur de notre D-line. Et même s'il demande 30 millions, ben ouais, all-in, il faut balancer. Vous êtes d'accord, Elliot et Kevin? Oui, et puis je voulais apporter une stat que il me semble que j'ai pas vu passer nulle part et ça me tenait à cœur de la mentionner. On dit que les grands joueurs se montent dans les grands rendez-vous et je pense que c'est particulièrement le cas de Nick Bosa parce qu'il est déjà le 2e meilleur
sackers de l'histoire des 49ers en playoff avec 6,5 sacs. Et seulement un sac derrière Charles Haley, qui est le leader de l'équipe. Je sais pas si vous vous rendez compte. En 2 saisons de playoff, c'est énorme. Ce gars est exceptionnel. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, Kevin. Je rebondis là-dessus. Il est exceptionnel. Il y a un adage au foot, on dit dis-moi contre qui tu marques, je te dirai qui tu es. Et là, on peut dire la même chose au niveau des sacs. Dis-moi qui tu sacs et quand, je te dirai qui tu es. Et voilà, il a saqué tout le monde. Et quand c'est important, il saque encore. Donc voilà, il va pas faire des stats en 17e match de saison, en deuxième mi-temps, quand ça vaut plus le coup et qu'il y a des mecs qui vont gonfler leurs stats comme ça. Lui, non. Lui, c'est juste efficace du début à la fin. C'est un très grand joueur. Il y a un point important, je trouve, dans l'utilisation qu'on fait de Nick Bosa qui a changé entre sa première saison et sa saison de 2021. C'est qu'avant, il était presque obligé on l'utilisait que comme defensive end droit. Il attaquait toujours, donc contre le left tackle adverse. Et en milieu de saison, Chris Kokorek, qui est notre coach des D-line, l'a autorisé à s'aligner contre le tackle adverse qui lui offrait le match-up le plus favorable. Et il a fait la majorité de ses sacs depuis le côté gauche de la ligne défensive. Généralement, on dit toujours que le tackle gauche est le meilleur et a raison. Mais en fait, je pense qu'on est sur un mec qui est tellement fort que quel que soit le tackle en face de lui, à part si tu lui mets Ronnie Stanley quand il est en forme, mais sinon, il va tous les éclater. Mais moi, c'est surtout, je voulais juste rajouter un truc, c'est que j'aimerais vraiment pas être à la place du comptable des 49ers. Parce que entre Bosa qui demande 30 millions, Samuel qui va demander la grosse quicheta aussi dans quelques mois. Warner qui l'a signé l'année dernière, ça a commencé à faire beaucoup de mecs signés, mais il faut les signer parce qu'on est sur des talents ultimes et Bosa doit devenir le visage presque de la franchise dans les années à venir. C'est ça, on demande d'avoir au moins un talent générationnel dans une équipe. Aujourd'hui, on en a 3 ou 4. Il faut les garder, ces mecs-là, c'est trop important. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour sur Nick Bosa, même si évidemment on pourrait parler de lui pendant des heures. Il y a un autre joueur de la D-line sur lequel je voulais absolument revenir, c'est DJ Jones, qui pour moi est l'une des révélations défensives de la saison. D'après la stat du run stop win rate, donc qui est une stat on va dire avancée qui permet de voir sur quel pourcentage des snaps de run stop un D-line fait un plaquage ou ferme une brèche ou empêche en tout cas le jeu au sol adverse d'avancer. Et selon cette stat-là, DJ Jones est tout simplement le meilleur run stopper de toute la NFL sur la saison 2021 parmi les D-line. Et Arik Armstead est troisième d'ailleurs dans cette stat-là. Or, on l'a dit, le run stop a quand même été excellent, a permis à notre défense de faire en sorte que ce soit que les attaques adverses puissent seulement attaquer à la passe en fin de saison. Donc à partir de là, pour moi DJ Jones, il est free agent, il peut se permettre de demander 7-8 millions de dollars par an, et j'ai du mal à voir comment on peut lui refuser. Il faut quand même se rendre compte que ce gars-là était déjà en fin de contrat l'année dernière et que absolument personne ne lui a proposé de contrat et qu'il a fini par re-signer aux 49ers pour une bouchée de pain. Que je pense que cette fois ça va être quand même difficile de le retenir. C'est quelqu'un, comme tu l'as dit Loïc, qui peut demander beaucoup d'argent. Et il va demander beaucoup d'argent et il va sûrement avoir ce montant-là. Et ça risque de pas être chez nous parce qu'on a tellement de chantiers partout que ça va être compliqué de le garder. D'autant qu'on a un Javon Kinlaw qu'on a pris très très haut à la draft qui va revenir en bonne santé, qui selon les derniers rapports est déjà revenu quasiment en bonne santé. Et à qui il va falloir donner du temps de jeu et à qui il va falloir faire confiance. J'ai du mal à imaginer un DJ Jones re-signé à 7, 8, 10 millions chez nous. On n'a pas les moyens. De le faire signer. Et ça sera, je pense, l'objet d'une prochaine discussion. Mais par rapport à la saison, effectivement, il a été exceptionnel. Il jouait son année de contrat. Donc il a prouvé qu'il devait être payé. Et franchement, bravo pour ce qu'il a fait. Respect pour la saison. Ensuite, j'ai envie de lui dire bonne suite de carrière pour toi. Je pense pas que ça sera chez nous, mais effectivement il a fait une saison et tu as bien fait de revenir dessus Loïc, où il a été exceptionnel. Et comme tu disais au niveau du run stop, tu nous expliques que le troisième de la NFL c'est Armstead. Partant de là, si l'année prochaine on a Armstead et Kinlaw, voilà, je pense pas que ça vaille le coup de payer DJ Jones. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit quand je parlais de DJ Jones tout à l'heure. J'ai dit qu'on pouvait pas lui refuser s'il demandait 7-8 millions.
C'était plus dans le sens où il les mérite et où il est en position de les demander. Est-ce qu'on peut lui les refuser au vu de notre situation financière et au vu du fait que, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de bons jeux au sol parmi les prétendants au titre en NFC, la question se pose. Mais on se la posera plus en détail et on en débattra pendant le prochain épisode qui sera dédié à la free agency des 49ers. Donc maintenant on va passer sur Arik Armstead qui, selon beaucoup d'observateurs, a fait la meilleure saison de sa carrière en 2021. Le principal changement qu'il y a eu pour Armstead, c'est qu'en fait il est passé environ aux alentours de la semaine 8-9 d'un defensive end à un defensive tackle. Il bouge énormément évidemment sur la ligne, mais il a commencé à jouer la majorité de ses snaps à l'intérieur de la ligne au lieu de les jouer sur l'extérieur. Et il a pu mettre à profit tout son talent dans le run stop et en power rush. Du coup, partant de là, est-ce que selon vous, il faut continuer à le faire jouer en defensive tackle la saison prochaine au détriment peut-être de Javon Kinlaw? Non, je pense que les deux vont pouvoir jouer ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Elliot? Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que les deux sont capables de jouer ensemble. Que si tu joues avec un seul defensive tackle, tu mets Kinlaw et tu peux mettre Armstead sur un côté avec Nick Bosa. Et si tu joues avec deux, tu peux mettre les deux en même temps. Je pense que ça pose pas de soucis. Les deux sont capables de jouer ensemble. Et du coup, Kinlaw, vous y croyez encore? Parce que, il a fait une saison rookie, disons, honorable sans être excellente non plus. Et là, il se blesse toute la saison. Et sur ce qu'on en a vu au tout début de la saison, c'était quand même pas top. Donc, est-ce que Kinlaw, on considère que c'est vraiment un defensive tackle starter? Même si starter sur notre D-line, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on fait tourner énormément. Mais est-ce que pour vous, il a prouvé qu'il pouvait être un starter et du niveau de notre front seven? J'ai pas de raison de douter de lui, dans le sens où oui, il a fait une saison rookie assez contrastée, mais il était présenté comme un diamant brut, un diamant à polir. Donc on a ce qu'on savait qu'on allait avoir finalement. On a un joueur qui avait besoin de temps. On lui en a donné. C'est sûr que c'est un peu embêtant cette saison blanche cette année parce que c'était une saison importante pour son développement. Mais on l'a drafté trop haut pour ne pas lui donner du temps de jeu la saison prochaine. Je pense qu'il est temps de lui faire confiance. Et puis s'il se plante, il se plantera. Et puis on passera à autre chose. On ira chercher Je pense quelqu'un qu'il est d'autre. surtout trop tôt pour l'enterrer. On en parlait tout à l'heure avec Brandon Ayuk. Le début de saison des mecs de deuxième année était assez compliqué. Ça a été le cas aussi pour Kinlaw. La différence, c'est que Kinlaw, il n'a pas eu le temps de se rattraper, il s'est blessé. Imaginons juste une seconde si Ayuk s'était blessé en tout début de saison et qu'on était resté sur la première impression, on aurait une vision toute différente de sa saison. Je pense que c'est un peu la même chose pour Kinlaw. Il est encore très jeune et il faut lui laisser du temps. De toute façon, on n'a pas les moyens de se dire qu'on ne prend pas Kinlaw et qu'on va aller chercher un vétéran parce qu'de toute façon, on n'a pas forcément beaucoup de thunes. Alors maintenant, on va passer au linebacker. Est-ce que la saison de Fred Warner a été au niveau des attentes que vous placiez sur lui en début de saison, au vu de ce qu'il a prouvé les saisons dernières? Pour moi, totalement, parce que je fais partie de ces personnes qui s'arrêtent pas forcément aux stats. D'ailleurs, j'ai rien sous les yeux. Je vous parle juste de ressenti. Et oui, non, parce que les stats, c'est trop compliqué pour moi. Disons que moi, je parle de ressenti. Et sincèrement, moi, je trouve depuis un moment que nos linebackers et Warner en premier, c'est une force. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont un problème à ce niveau-là, et nous, au contraire, c'est une force. Warner, c'est le leader de cette défense. Il est au centre, c'est un personnage central. Quand je l'ai sur le terrain, je suis rassuré. Je le vois, je me dis c'est bon, ça va aller parce qu'il est là, il est vocal, il est intense, et quand il plaque, voilà, on sait que les mecs ils souffrent. Et c'est ce que j'ai adoré en playoff quand on a commencé le match contre Dallas. Je sentais l'impact. Je voyais à la télé et je sentais réellement que lui, Greenlaw et Al-Zahir Shahir, si je ne dis pas de bêtises, il rentrait vraiment pour faire mal. Et quand on dit pour faire mal, c'est pas une grossièreté, c'est pas grave. Au football américain, c'est ce qu'il faut. En défense, on n'est pas là pour être tendre, on est là pour impacter l'adversaire et leur imprimer notre numéro sur le leur. Moi, je trouve quand même que Fred Warner, il a été un peu moins omniprésent qu'il l'était les saisons dernières. Alors, c'est toujours l'un des meilleurs linebackers de NFL, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais Fred Warner, la saison passée, je défendais que c'était le meilleur inside linebacker de NFL. Et j'aurais du mal à être aussi positif, aussi optimiste maintenant.
L'année dernière, il était tout seul aussi. Je te rappelle qu'il y avait lui et les filles mères de la Bédoule sur le terrain. Là, on est obligé de le voir. Il n'y avait que lui. Je veux dire, cette année, il y avait tout le monde, donc on a retrouvé notre front seven. L'année dernière, Pusher, Je vais quand même juste donner quelques stats sur sa défense contre la passe. Lorsque Warner est ciblé, ou plutôt lorsque l'attaquant sur lequel il est censé défendre est ciblé, l'année passée, il laissait seulement 4,4 yards par target en moyenne. Il en a laissé 7 en 2021. Il autorisait seulement un quarterback rating de 69 en 2020. Il est passé à 112 en 2021. Et il autorisait seulement 62% de complétion en 2020 contre 80 en 2021. Donc même s'il y a des circonstances atténuantes et même si les stats ça ne dit pas tout, surtout en défense, puisque tu dépends de ton système, je trouve quand même qu'il y a eu une petite régression de la part de Warner. Maintenant ça reste un inside linebacker top 3 ou au pire top 5 en NFL. Oui, et puis surtout, il reste quand même de très bon niveau, comme tu le dis, et il est très bien entouré. On a avec lui Aziz Al-Shahir et Dre Greenlaw qui sont deux super linebackers. Encore des mecs qu'on a récupérés tard dans la draft, voire même non draftés pour Al-Shahir. Donc je pense que, en fait, comme le disait avec ses expressions du Sud Olivier, c'est que Warner, il a forcément brillé parce qu'il avait personne à côté de lui l'année dernière. Et cette année, avec Al-Shahir et Greenlaw, on a un corps de linebacker qui est très solide. Puis je voudrais souligner aussi l'apport de Dre Greenlaw. Il est un peu critiqué parce que c'est sûr que son physique lui a joué un peu des tours cette saison. Puis je suis peut-être un peu détourné par l'affection particulière que j'ai pour lui, pour l'action qu'il a réalisée contre les Seahawks il y a quelques années sur la goal line. Mais j'ai adoré son impact. À chaque fois qu'il revenait de blessure, c'est quelqu'un qui retrouvait tout de suite son impact immédiatement. Il était toujours capable d'apporter et puis de faire le plaquage qui faisait la différence. Et j'adore ce joueur. Et j'espère qu'il va rester. J'espère qu'il va rester surtout en bonne santé la saison prochaine. Parce que si on est capable d'aligner les 3 joueurs ensemble, je vois pas beaucoup de corps de linebacker plus puissants que le nôtre. C'est exactement ça. Moi, pour revenir là-dessus, c'est véritablement ce que j'adore avec ces 3 gars-là, c'est l'intensité. C'est réellement ça. C'est l'intensité qu'ils mettent. Alors, ok, de temps en temps, c'est limite, ça risque de prendre des pénalités, mais voilà, c'est du football américain, quoi, les gars. Voilà. Et Greenlaw, comme tu disais, Kevin, je suis 100% d'accord avec toi. Même quand il revient de blessure, on dit il va être un peu. Non, bon, il rentre dedans. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment faire la différence à ce niveau-là. Je propose qu'on passe maintenant au secondary, et notamment à nos cornerbacks et à Emmanuel Moseley, qui pour moi est l'une des, si ce n'est la révélation défensive de la saison parmi les joueurs des 49ers. Qu'est-ce que vous retenez de sa saison? Est-ce que c'est un cornerback 1 pour les prochaines saisons, Emmanuel Moseley? En tout cas, c'est notre cornerback 1 à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est plutôt inquiétant. Parce que ça reste que c'est pas aujourd'hui un top 5 cornerback de la ligue. Mais c'est peut-être le seul aujourd'hui qui est rassurant, qui ne rate pas grand-chose, qui est toujours présent. Comme beaucoup d'autres joueurs, il faut juste espérer que son physique ne le lâche pas. Parce qu'il nous a énormément manqué en fin de saison. Ouais, c'est clair. C'est pas rassurant de se dire qu'un mec comme Emmanuel Moseley est numéro 1 au poste de cornerback. Il n'est pas assez bon, je pense, pour être le meilleur cornerback et le cornerback leader d'une escouade, d'une équipe qui essaie d'aller chercher le titre. C'est juste pas suffisant, en fait. Moi, je vous trouve un peu dur quand même. C'est peut-être pas un cornerback 1 au sens où d'une équipe qui essaie d'aller chercher le titre, au sens où c'est pas un top 15 NFL. Mais pour moi, si on a 2 cornerbacks extérieurs de son niveau, on n'a plus de problème au poste de cornerback. Je pense pas je suis pas du tout d'accord avec toi. Si on a deux mecs de son niveau, on va se faire exploser. C'est tout, parce que la ligue elle est de plus en plus tournée vers la passe. Et Moseley il est bon, mais je le mets pas sur la cible numéro 1, je le mets sur la cible numéro 2. Et si un mec de même niveau que lui est sur la cible numéro 1, au bout d'un moment il va y avoir ce qui s'est passé de façon régulière. Je crois qu'il y a un mec blond qui a tout gagné cette année là. Je crois que ça s'appelle Cooper Kupp, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait croquer aussi bien en saison régulière qu'en playoff. Voilà, donc et le drame pour moi, je pense que c'est pas suffisant pour San Francisco. Après, je te trouve sévère de dire qu'on va se faire exploser avec 2 gars comme Moseley. C'est pas comme si on avait le pass rush des Jets en ce moment. On a quand même une présence qui fait que les cornerbacks ont un rôle un peu plus réduit que dans certaines équipes.
Après, c'est sûr qu'on n'a pas été aidé non plus par la blessure de Jason Verrett, qui en ce moment intercepte plus les chirurgiens que les ballons. Mais, euh, mais Mosley, en tout cas, avait le mérite d'être là. Ah, mais après, comme le disait Loïc, je crois que c'est Loïc qui le disait juste sur le jeu de course, par rapport à DJ Jones, c'est qu'on maintenant en NFC, les équipes sont beaucoup plus tournées vers la passe que vers la course. Et si les équipes sont tournées vers la passe, c'est que notre cornerback numéro 1 s'appelle Emmanuel Mosley. Parce que c'est pas suffisant, tu disais, Olivier disait, si notre Emmanuel Mosley est sur le 1 et que le mec Emmanuel Mosley est sur le 2 et que le mec sur le 1 est du niveau d'Emmanuel Mosley, on va se faire niquer. Mais le problème, c'est que là, le mec qui est sur le 1, c'est Emmanuel Mosley, et le mec qui est sur le 2, il est moins fort qu'Emmanuel Mosley, donc on va encore plus se faire niquer. Enfin, il est Beaucoup moins il est fort. plus que moins fort, il est Ambry Thomas, donc voilà. Donc, je veux dire, voilà, quand on est Ambry Thomas, voilà, ah oui, c'est vrai, je suis pas fan. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas fan d'Ambry Thomas. À l'heure actuelle, pour en revenir sur les cornerbacks, c'est ça. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé, comme dit Kevin, avec Verrett qui intercepte les chirurgiens plutôt que les ballons. On s'est retrouvé, on en a parlé beaucoup dans la première émission avec Norman qui commence à faire son âge, et Mosley qui a fait une bonne saison, mais je pense pas qu'il puisse aller beaucoup plus haut. Et ensuite, on avait deux rookies, dont Ambry Thomas. Bah d'ailleurs, Ambry Thomas, Elliot et Kevin, vous y croyez pour les saisons à venir? Pas en tant que cornerback titulaire. Si tu le mets dans la rotation, je dis pas non, parce que c'est pas un mauvais joueur en soi. Mais par contre, si tu te retrouves avec lui comme titulaire, tu vas te faire défoncer. Je pense que les gens, en plus, évidemment qu'il y a son interception contre les Rams, qui ressort pour tout le monde, et c'est comme ça qu'on le connaît, c'est comme ça que beaucoup de gens qui suivent un peu moins ont appris son nom. Mais sauf que la vérité du terrain, c'est qu'il s'est fait marcher dessus. Il a autorisé beaucoup trop de réceptions et beaucoup trop de yards par rapport au nombre de fois où il était ciblé. Bah, il picore sur toutes les actions. On a l'impression que, enfin voilà, c'était devenu une tactique. On n'a qu'à jeter la balle au fond du côté d'Ambry Thomas. De toute façon, il y aura soit big play, soit big play. Donc voilà. Voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué cette saison. Alors après, c'est vrai que j'ai une nature à pas être trop patiente avec. Après, c'est vrai que c'est qu'un rookie il ne peut que progresser. J'ai pas de doute parce que vu où il est, il peut que progresser. Mais voilà, j'ai pas. C'est un joueur qui me. Il me fatigue parce que je lui trouve rien. Voilà, il a même pas un côté où on pourrait dire il apporte un peu du peps ou quoi. J'ai l'impression qu'à part picorer et prendre des gros jeux, voilà, il a fait une action dans la saison. C'est vrai, bravo à lui. Josh Norman, on a déjà pas mal parlé pendant le premier épisode. Juste un mot sur K'Waun Williams, qui pour moi continue d'être l'un des meilleurs nickelbacks de la ligue. Et c'est toujours précieux en NFL. Maintenant, on va passer au poste de safety, avec un Jimmy Ward qui a été l'un des meilleurs safety de NFL, je pense, cette saison. Juste pour donner un chiffre, 0 plaquage manqué cette saison, sur une saison complète où il a joué 16 matchs. Un quarterback rating autorisé de 53, c'est absolument rien. La moyenne, c'est beaucoup plus que ça, c'est 90, 100, je sais plus. Donc on a vraiment l'un des meilleurs safety de la ligue avec Jimmy Ward, on est d'accord. On est d'accord, et puis c'était pas gagné parce que quand on se rappelle ces deux premières saisons où il se faisait brûler par absolument tout le monde, il y a quand même une progression assez exceptionnelle que personnellement je ne soupçonnais pas justement après ces deux premières saisons. Donc très content de voir qu'il est là et qu'il est présent, et c'est aujourd'hui le seul titulaire de la secondary sur qui on peut compter pour les 3, 4, 5 prochaines années. Je trouve dur avec Tart quand même. Pour moi, on peut quand même compter sur lui, même si on a forcément l'image de l'interception ratée contre Stafford. Mais je pense qu'on peut quand même, quand on a Ward, Tart, on peut dormir plutôt tranquille. En plus, les deux, ils ont le même âge, donc c'est pas forcément une histoire de vieillesse. Après, on a aussi Ufanga qui peut peut-être pousser un petit peu Tart, mais pour moi, Tart reste un titulaire indiscutable. Je pense qu'on a fini avec le secondary. On va juste dire un petit mot sur les équipes spéciales, et en particulier Robbie Gould. Quelqu'un veut parler de Robbie Gould? Oui, je voudrais vraiment saluer la carrière exceptionnelle qu'il réalise. En quasiment 20 ans de carrière, il n'a jamais raté un field goal en playoff. Je sais pas si on se rend compte de la performance, mais c'est colossal. C'est un des 3-4 seuls kickers sur qui on n'a aucune inquiétude quand il rentre sur le terrain.
Et c'est un luxe incroyable parce que il suffit de parler avec bon nombre de fans d'autres équipes qui ont les fesses qui tremblent pour rester poli quand leur kicker rentre sur le terrain, c'est pas notre cas. On sait qu'on a 9 chances sur 10 que le ballon passe entre les poteaux. Et c'est un sacré luxe. Donc merci à Robbie Gould et j'espère qu'il va être encore en état de continuer sa carrière longtemps chez nous. Ouais, c'est clair. Et tu disais 3-4, moi je dirais même 2. Il y a lui et Justin Tucker. Et après, il y a le rookie, le rookie des Bengals. Sinon, tous les autres kickers sont très largement en deçà de ce que fait Robbie Gould. Alors, même s'il a 39 ans, je pense qu'il peut encore faire quelques belles saisons avec nous. Et espérons qu'on le garde, comme tu disais, en bonne santé. Voilà, je propose qu'on finisse par un petit mot sur le coaching staff. Juste pour rappel, depuis le début de l'intersaison, on a perdu presque tout notre coaching staff offensif. On a perdu notre coordinateur offensif Mike McDaniel qui est devenu head coach chez Dolphins. On a perdu notre coach des receveurs, notre coach des tight ends, notre coach des quarterbacks, notre coach des running backs et un quality control coach. Donc on repart d'une feuille blanche plus ou moins avec pour la transition de Garoppolo à Trey Lance au niveau du coaching staff offensif. On a juste gardé notre coach des linemen offensifs, Chris Forster. Ouais, juste rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de monde et qu'il y a encore du travail à faire. On a quand même récupéré Anthony Lynn qui, il y a 2 ans, était le head coach des Chargers et qui a fait exploser Justin Herbert au plus haut niveau. Donc comme on a un quarterback rookie, je dis pourquoi pas. Et puis il va prendre aussi un peu le rôle de coordinateur offensif, même si c'est toujours Shanahan, je pense, qui va appeler les jeux. Mais c'est toujours bien d'avoir un mec expérimenté comme ça dans le coaching staff. Ouais, et puis il semblerait aussi qu'au niveau du coaching staff, on ait récupéré Brian Griese qui est un ancien quarterback, qui était sur, je crois que c'est sur ESPN qui commentait, et il va devenir coach des quarterbacks. Donc bon, c'est un ancien joueur. Je pense qu'il était à Denver si ma mémoire ne me joue pas des tours. Il a été drafté par Mike Shanahan et il a été 2 saisons aussi aux Buccaneers avec Kyle. Donc s'il était drafté par Papa Shani et que Shanahan le récupère, il doit y avoir au bas mot des acquaintances. Donc je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Et je pense que même s'il y a toute la partie offensive à reformater, avec Shanahan à la tête de l'équipe, il n'y a pas trop d'inquiétude. Je serais vraiment surpris que les départs sur le coaching staff offensif nous coûtent une mauvaise saison la saison prochaine. Kyle Shanahan a un réseau énorme, c'est quasiment lui qui est à la tête du réseau des jeunes coachs en ce moment qui explose. Donc je serais vraiment surpris qu'il ne retrouve pas de très bons coachs pour nous permettre de continuer à avoir une attaque qui fonctionne. Voilà, on s'est déjà un peu projeté sur la saison prochaine pour ce qui est de notre coaching staff, mais pour revenir sur la saison 2021, qu'est-ce que vous retenez de la saison de Shanahan ? Est-ce que vous l'avez trouvé bon dans la planification des matchs, dans le play calling, dans la capacité à corriger ses erreurs ? Oui, dans l'ensemble, oui. On a bien parlé pendant la première partie de l'émission où on disait que l'équipe elle avait vachement progressé entre le début de saison et la fin de saison. Ça prouve que le travail au niveau du coaching staff a été fait. Il y a des ajustements qui ont été faits. Alors ils ont été faits bon gré mal gré avec les blessures, mais finalement quand on voit l'explosion de Deebo au poste de running back, quand on voit Elijah Mitchell qui fait sa saison, quand on voit qu'on arrive en finale de conférence, on peut pas dire que le coaching staff ait raté son job. Après, sans être redondant. Là où on veut le voir meilleur, c'est en 4e quart-temps quand on a 10 points d'avance en play-off. C'est ça, il a pas encore passé le cap cette année de ce qui lui manque. Il a perdu une grosse avance au Super Bowl avec les Falcons, il a perdu une grosse avance avec nous au Super Bowl face aux Chiefs, et il en a encore perdu une cette année face aux Rams. Ça enlève rien à la super saison qu'il fait, mais il manque ces petites choses qui fait passer un cap et qui apportent le 6e titre qui manque aux 49ers. Voilà, on va pas tarder à conclure. Donc pour résumer, en gros ce qu'on a dit dans cet épisode, on a l'une des meilleures défenses de la ligue, un excellent groupe de cibles, une bonne ligne, un des meilleurs coaching staff de la ligue. Donc à partir de là, Trey Lance sera l'un des quarterbacks les mieux entourés de toute la NFL la saison prochaine, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a plus qu'à. Voilà, on s'arrête là-dessus. C'est la fin de ce long épisode en 2 parties consacré au bilan de la saison 2021 des 49ers. On espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des remarques à faire, que ce soit sur la forme ou sur le fond, on ne demande qu'à s'améliorer. Je vais finir en faisant un peu de pub pour les autres podcasts francophones dédiés à une franchise de NFL. Vous pouvez presque tous les retrouver sur le site hailmary.fr dans l'onglet Podcasts.
Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, sachez qu'il y a déjà des podcasts sur les Packers, sur les Dolphins, les Jets, les Eagles, les Patriots, les Ravens, les Browns, les Vikings, les Giants, les Panthers, les Chiefs et les Raiders, et tout ça en français. Le podcast sur les Raiders, il n'est pas répertorié sur hailmary.fr, mais vous pourrez le retrouver sur YouTube en cherchant Juste Gagne Bébé, qui est donc la traduction de Just Win Baby. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour un épisode sur la Free Agency des 49ers. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Ciao ciao.